Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les croisades était une illusion? Des héros chrétiens partant sauver l'âme du monde, des guerriers pieux combattant pour la lumière divine. Mais derrière cette image glorieuse se cache une réalité bien plus trouble. Aujourd'hui, plongeons dans les ténèbres médiévales pour déchiffrer la vérité historique des croisades. Êtes-vous prêt à remettre en question les récits sacrés? Alors restez jusqu'à la fin, car ici, l'histoire ne sera plus jamais la même. Le XIe siècle est un tournant décisif dans l'histoire de l'Europe occidentale. La chrétienté latine, divisée en petits royaumes féodaux constamment en guerre les uns contre les autres, cherche un exutoire à sa violence. C'est dans ce contexte troublé que surgit une demande inattendue venue de Byzance. L'empereur Alexis Ier Comnène lance un appel désespéré au pape Urbain II, redoutant une invasion turque qui menace non seulement ses frontières, mais aussi les lieux saints chrétiens tombés sous domination musulmane. Selon les sources de l'époque, dont notamment Guibert de Nogent et Raoul le Glabre, les Turcs auraient persécuté les chrétiens vivant à Jérusalem, interdisant l'accès au sanctuaire et semant la terreur dans les rues saintes. Ces récits, largement diffusés dans les cours européennes, alimentent un sentiment d'urgence religieuse. Mais était-il vrai? Ou s'agit-il plutôt d'une manipulation politique destinée à mobiliser les chevaliers occidentaux? Ce premier paragraphe posera les bases de notre quête, distinguer le mythe de la réalité. Car si la chute de Jérusalem a effectivement eu lieu, les persécutions systématiques semblent avoir été exagérées, voire inventées pour motiver les masses chrétiennes. Derrière cet appel, une stratégie diplomatique complexe commence à se dessiner. À la fois un conflit spirituel et une opportunité militaire, la première croisade s'annonce comme bien plus qu'un simple pèlerinage armé. En novembre 1095, lors du concile de Clermont, le pape Urbain II prononce un discours marquant l'histoire européenne. Face à une foule immense rassemblée dans un champ improvisé, il appelle les fidèles à prendre les armes pour défendre leurs frères chrétiens d'Orient. Son message est clair, il ne s'agit pas simplement de secourir un allié chrétien, mais de purifier l'âme elle-même du christianisme occidental. Il promet une indulgence plénière à ceux qui répondront à l'appel, autrement dit, le pardon complet de tous leurs péchés. Ce discours, rapporté par plusieurs chroniqueurs contemporains comme Fulcher de Chartres et Baldric de Dole, est souvent présenté comme un moment de révélation collective, où les chrétiens auraient été saisis par une vague mystique et divine. Mais derrière cette vision romantique, une analyse plus froide s'impose. Urbain II savait parfaitement comment toucher son public. Il jouait sur la peur, la culpabilité et surtout l'ambition. Pour les nobles sans héritage, c'était l'occasion rêvée de conquérir des terres lointaines. Pour les simples paysans, c'était une porte vers le salut éternel. Et pour l'Église romaine, c'était un moyen subtil de recentrer son autorité morale et politique sur toute la chrétienté. Ce deuxième paragraphe explore les rouages rhétoriques du discours papal, montrant comment la foi fut utilisée comme levier idéologique pour lancer une expédition qui n'avait rien de purement spirituel. Dès les premiers mois suivant l'appel du pape, une vague hétérogène de combattants se met en marche vers l'Orient. Mais loin de former une armée disciplinée, ces premiers groupes sont constitués de populations variées, paysans, chevaliers ruinés, marginaux sociaux, fanatiques religieux. Parmi eux figure Pierre l'Ermite, figure charismatique et controversée qui mène ce que l'on appellera plus tard la croisade populaire. Cette tentative spontanée tourne rapidement au désastre. Mal équipée, mal organisée, cette armée est massacrée par les forces bulgares et byzantines avant même d'atteindre la Terre Sainte. Ce paragraphe examine les causes profondes de cet échec cuisant. Les motivations individuelles, les tensions avec l'Empire byzantin, l'absence de coordination stratégique, autant de facteurs qui montrent que les croisades ne furent pas toujours les grandes entreprises militaires unifiées que l'on imagine. En outre, ce drame humain soulève des questions essentielles sur la nature même de la foi. Pouvait-on vraiment compter sur Dieu pour guider une armée chaotique? Et si la mort de ces croisés populaires signifiait-elle un châtiment divin? Ce troisième paragraphe plonge dans les archives médiévales pour raconter ces débuts tragiques, souvent occultés par les récits triomphants qui suivront. À la suite de l'échec de la croisade populaire, ce sont les grands seigneurs d'Occident qui prennent le relais. Sous le commandement de figures prestigieuses comme Godefroy de Bouillon, Raynon de Toulouse, Bohémond de Tarente et Robert de Flandre, une armée organisée se met en marche. Ce groupe, composé de chevaliers professionnels, de mercenaires aguerris et de serviteurs logistiques, représente une force militaire considérable. Contrairement à la version simplifiée souvent racontée, ces chefs n'étaient pas unis par une même cause spirituelle, mais par des intérêts personnels variés.
Certains espéraient agrandir leur domaine, d'autres cherchaient à renforcer leur prestige familial ou à obtenir le pardon de crimes passés. Ce paragraphe explore les rivalités internes, les alliances fragiles et les calculs politiques qui ont façonné cette expédition. Il montre également comment les relations avec l'Empire byzantin oscillèrent entre coopération tendue et méfiance mutuelle. Loin d'un front uni, cette armée reflétait une Europe divisée mais unie provisoirement par une cause commune, la reconquête de Jérusalem. Ce quatrième paragraphe démontre que les croisades furent autant des campagnes diplomatiques que militaires où la survie dépendait autant des alliances que des épées. Une des premières grandes victoires des croisés intervient en 1097 avec la prise de Nicée, une cité située en Anatolie contrôlée par les Seldjoukides. Mais cette victoire ne va pas sans heurts. L'armée croisée réussit à encercler la ville, mais c'est en réalité l'Empire byzantin qui récupère la cité après sa reddition, grâce à une négociation secrète. Cette situation illustre parfaitement les tensions entre les deux alliés. Les croisés voulaient piller et dominer, tandis que les Byzantins souhaitaient rétablir leur contrôle territorial. Ce paragraphe: La première croisade est terminée, mais la violence n'a fait que commencer. Si Jérusalem est tombée, quelle serait la suite de cette histoire? Et surtout, comment les vainqueurs allaient-ils gérer un royaume conquis dans le sang? Dans le prochain chapitre, découvrons les fondations des États latins d'Orient et les luttes intestines qui vont les menacer dès leur naissance. Restez connectés, car l'histoire continue. Après la prise de Jérusalem en 1099, les croisés se retrouvèrent devant un défi inédit. Comment gouverner une ville sainte et un territoire conquis au milieu d'un monde étranger? Leur réponse fut la création des États latins d'Orient, comprenant principalement le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, le principauté d'Antioche et le comté d'Édesse. Ces nouveaux États furent organisés selon les structures féodales européennes, mais ils devaient rapidement s'adapter à une réalité bien différente de celle de l'Occident. Isolés géographiquement, entourés d'ennemis puissants comme les Turcs seldjoukides et l'Empire byzantin, ces États étaient fragiles. Ce premier paragraphe explore les difficultés logistiques, diplomatiques et militaires rencontrées dès les premières années. Les croisés n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des administrateurs improvisés confrontés à la gestion d'une population hétérogène composée de chrétiens orthodoxes, de musulmans, de juifs et d'arméniens. Pour survivre, ils durent apprendre à négocier autant qu'à combattre. Loin de l'image romantique d'un règne chrétien triomphant en Orient, les États latins furent constamment en proie à des conflits internes et externes, posant ainsi les bases d'une histoire instable mais fascinante. Le royaume de Jérusalem, malgré sa localisation symbolique, était loin d'être un État stable ou homogène. Il abritait une minorité latine, chevaliers, clercs et colons venus d'Europe, qui dominait politiquement une majorité locale composée de chrétiens orthodoxes, musulmans et juifs. Cette structure sociale complexe imposait une gestion prudente pour éviter les révoltes. Ainsi, les souverains du royaume adoptèrent une politique de tolérance religieuse relative, permettant aux non-latins de pratiquer leur foi à condition de payer des impôts spéciaux. Cependant, cette paix fragile reposait sur une inégalité flagrante entre les groupes ethniques et confessionnels. Ce deuxième paragraphe examine la vie quotidienne dans les campagnes, les villes et les châteaux fortifiés. Il montre comment les croisés ont apporté leurs traditions occidentales tout en absorbant des éléments culturels locaux, créant une société hybride unique. En outre, ce chapitre analyse les tensions économiques, sociales et raciales qui ont marqué cette période, soulignant que la promesse d'une paix chrétienne en Terre Sainte fut surtout une illusion passagère. Parmi les innovations les plus marquantes des États latins figurent les ordres militaires, institutions originales combinant religion, combat et finance. Les Templiers, officiellement reconnus par l'Église en 1129, prononçaient des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, tout en opérant comme une véritable banque internationale reliant l'Europe à l'Orient. Les Hospitaliers, quant à eux, assuraient à la fois des fonctions médicales et militaires, tandis que les Teutoniques concentrèrent plus tard leurs efforts sur les campagnes contre les païens du nord de l'Europe. Ce troisième paragraphe explore le rôle stratégique, financier et spirituel de ces ordres, montrant comment ils contribuèrent à maintenir les États latins. Toutefois, il examine également les rumeurs de corruption, de luxe excessif et même d'hérésie qui entouraient ces institutions. Derrière l'image pieuse du chevalier chrétien, beaucoup étaient en réalité des hommes ambitieux, entraînés à tuer avec la même efficacité qu'à négocier.
L'histoire des ordres militaires est donc celle d'une foi mêlée à la stratégie, à l'argent et au pouvoir. Malgré leurs succès initiaux, les États latins ne purent jamais établir une domination durable. Très vite, des villes musulmanes comme Damas commencèrent à voir les croisés non comme des pèlerins armés, mais comme une force coloniale menaçante. À partir de 1128, sous l'autorité du vizir Nour ad-Din, les forces musulmanes s'unifièrent autour d'un objectif commun, reconquérir les terres occupées. En 1148, lors de la deuxième croisade, les croisés tentèrent de prendre Damas, mais échouèrent lamentablement. Ce revers marqua le début de la confiance européenne dans la supériorité militaire occidentale. Ce quatrième paragraphe examine les raisons stratégiques, diplomatiques et militaires de cet échec. Il présente également les figures clés, comme Nour ad-Din, qui réussit à unifier plusieurs cités musulmanes autour d'un projet commun. Progressivement, l'équilibre de pouvoir bascula, et les croisés réalisèrent que leur position n'était pas si solide qu'ils le croyaient. La vision de la supériorité militaire occidentale commença à s'effriter, laissant place à l'incertitude et à la peur. En 1144, le comté d'Édesse, le plus septentrional des États latins, tomba aux mains de Nour ad-Din après un siège implacable. Cet événement provoqua un choc profond en Europe, considéré comme un véritable désastre théologique et militaire. Face à cette catastrophe, le pape Eugène III lança la deuxième croisade, prêchée notamment par saint Bernard de Clairvaux. Ce cinquième paragraphe explore la réaction émotionnelle de l'Europe chrétienne face à la perte d'Édesse, comparant cela à l'impact actuel d'événements géopolitiques dramatiques. Il montre comment l'Église utilisa cet épisode pour mobiliser les fidèles en employant un langage de crise et d'appel au salut. Néanmoins, ce chapitre analyse aussi les causes de la chute d'Édesse: isolement géographique, manque de soutien logistique, division interne entre croisés et l'efficacité grandissante des forces musulmanes. La chute d'Édesse ne fut pas seulement un fait militaire, mais un... Parmi les nombreux noms marquants des croisades, peu sont aussi célèbres que celui de Saladin. Gouverneur habile, stratège brillant et symbole de la résistance musulmane, Saladin n'est pas né héros. Issu d'une famille kurde, il fut élevé dans la tradition militaire et administrative des Turcs seldjoukides, apprenant très jeune les secrets de la diplomatie et de la guerre. Son oncle Shirkour, général loyal au vizir fatimide d'Égypte, l'introduisit dans le monde politique et militaire. À la mort de son oncle en 1169, Saladin prit le contrôle de l'Égypte à l'âge de 31 ans, devenant le premier sultan de la dynastie ayoubide. Ce premier paragraphe explore les origines modestes de Saladin, sa formation intellectuelle et militaire, et comment il réussit à s'imposer dans un monde dominé par les rivalités entre sunnites et chiites, arabes et turcs, égyptiens et syriens. Grâce à des alliances intelligentes et des coups politiques précis, Saladin n'assura pas seulement son pouvoir en Égypte, mais commença à tisser un réseau d'influence qui allait secouer les États latins d'Orient. À son arrivée au pouvoir en Égypte, Saladin se heurta immédiatement à un défi majeur: le califat fatimide, dirigé par une élite chiite qui contrôlait le pays depuis des siècles. Pour établir sa propre autorité, il dut éliminer ou convertir cette élite religieuse chiite, la remplaçant progressivement par une administration sunnite alignée sur Damas et Bagdad. Cette transition fut menée avec une habileté politique remarquable, sans effusion de sang excessive, mais avec une fermeté absolue. Ce deuxième paragraphe explore comment Saladin utilisa à la fois la force et la persuasion pour redéfinir l'orientation religieuse et politique de l'Égypte. Il restaura la prédication au nom du calife abbasside de Bagdad, rouvrit les écoles sunnites et élimina peu à peu l'influence chiite. En outre, ce chapitre analyse le rôle crucial de l'armée mamelouk, composée d'esclaves guerriers turcs qui allaient jouer un rôle décisif dans les grandes transformations futures du monde islamique. Avec la chute du califat fatimide, Saladin non seulement consolidait son pouvoir, mais posait aussi les bases de sa future campagne contre les croisés. L'une des plus grandes réussites de Saladin fut de réunifier le monde musulman, jusque-là fragmenté en factions rivales. Tandis que les croisés se battaient entre eux pour des territoires et des titres, les musulmans étaient divisés entre Damas, Alep, Mossoul et d'autres cités-États. Grâce à une combinaison de diplomatie, de mariages stratégiques et de quelques démonstrations de force, Saladin réussit à rallier des alliés et à vaincre ses rivaux. En 1174, après la mort de Nour ad-Din, il s'empara de Damas, puis vince Hama, Homs et finalement Alep en 1183. Chaque victoire renforçait son prestige et sa position face aux Latins.
Ce troisième paragraphe examine le processus complexe de l'unification musulmane, montrant comment Saladin sut exploiter les rivalités locales en offrant sécurité et prospérité aux dirigeants qui se ralliaient à lui. Bien plus qu'un simple guerrier, il était un véritable homme d'État qui comprit que l'unité était la clé pour expulser les croisés. Sa vision allait bien au-delà de la simple reconquête de Jérusalem, il cherchait à construire un empire solide et durable. Avec son empire grandissant, Saladin tourna bientôt son attention vers les États latins. Ses premières confrontations avec les croisés furent marquées par des raids rapides, des pillages et des négociations tendues. Un des épisodes les plus marquants eut lieu en 1177 lorsqu'il envahit la Terre Sainte, mais fut surpris par le jeune roi Baudouin IV, surnommé le roi lépreux à Montgissard. Battu, Saladin s'enfuit mais ne perdit pas son esprit combatif. Ce quatrième paragraphe explore ces premiers affrontements entre Saladin et les croisés, soulignant les erreurs stratégiques des deux côtés. Il montre comment les croisés sous-estimaient initialement la menace représentée par le sultan ayoubide, tandis que ce dernier étudiait soigneusement leurs tactiques défensives et offensives. De plus, ce chapitre aborde le rôle des ordres militaires, tels que les Templiers et les Hospitaliers, qui tentaient de contenir l'avancée musulmane avec un mélange de bravoure et de brutalité. Ces premiers combats préparaient le terrain pour le conflit ultime entre les deux mondes. En 1179, Saladin intensifia sa pression sur les États latins, attaquant des positions clés comme la forteresse de Jacobsford près du Jourdain. La construction d'une nouvelle fortification par les croisés gênait profondément le sultan, qui y voyait une menace directe contre son hégémonie dans la région. Après plusieurs tentatives infructueuses de négocier, Saladin décida d'attaquer directement. La chute de la forteresse marqua un tournant psychologique important, les croisés comprirent que leur suprématie militaire n'était plus garantie. Ce cinquième paragraphe explore la stratégie de Saladin basée sur la mobilité, la supériorité numérique et l'utilisation efficace de la cavalerie légère. Il montre également comment les croisés commençaient à sentir la pression croissante, surtout après le siège de Tyr en 1187, où il échoua à prendre la ville grâce à la résistance organisée de Guillaume de Tyr. Ce paragraphe éclaire le début du déclin européen et l'émergence de la peur d'une défaite totale. Le moment culminant de la carrière de Saladin arriva en 1187 avec la bataille de Hattin. Les croisés, conduits par le roi Guy de Lusignan, décidèrent d'affronter Saladin en terrain découvert malgré les conditions climatiques défavorables et le manque d'eau. Le résultat fut un massacre. Les croisés furent encerclés, anéantis et obligés de se rendre. Parmi les prisonniers se trouvait le célèbre maître des Templiers. Jérusalem est à nouveau sous domination musulmane, mais l'Europe ne va pas accepter cette défaite en silence. Une nouvelle réponse occidentale se prépare. C'est l'heure de la troisième croisade, menée par trois des plus grands rois du Moyen-Âge, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et Frédéric Barberousse. Dans le prochain chapitre, plongeons dans les tempêtes politiques, les alliances fragiles et les batailles épiques qui ont défini cette nouvelle phase des croisades. Préparez-vous à découvrir comment l'Europe a tenté de reprendre la Terre Sainte et pourquoi elle a presque réussi. Restez connectés. La chute de Jérusalem en octobre 1187 provoqua un séisme dans toute la chrétienté occidentale. Pour les fidèles catholiques, c'était une humiliation profonde, presque une catastrophe spirituelle. La ville sainte, cœur symbolique des croisades, était retombée aux mains des musulmans après près d'un siècle de domination latine. En Europe, les réactions furent immédiates. Le pape Grégoire VIII lança un appel vibrant à une nouvelle croisade. Et bientôt, trois des plus grands souverains du temps se levèrent pour répondre à l'appel. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, Philippe Auguste, roi de France, et Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique. Ce premier paragraphe explore l'impact psychologique et religieux de la chute de Jérusalem, montrant comment elle fut perçue comme une punition divine pour les péchés des chrétiens. Il examine aussi les réponses diplomatiques immédiates venues de Rome, Paris et Londres, marquant ainsi le début de ce que l'on appellerait plus tard la Troisième Croisade. Derrière l'apparence unitaire de la Troisième Croisade se cachaient des ambitions très différentes. Chaque roi avait ses propres raisons de participer à cette expédition. Pour Richard Cœur de Lion, il s'agissait de prouver sa valeur guerrière et de renforcer son prestige face à ses rivaux français. Pour Philippe Auguste, c'était l'occasion de limiter l'influence capétienne en Terre Sainte tout en consolidant son pouvoir royal. Quant à Frédéric Barberousse, il voyait là une chance de restaurer la grandeur impériale romaine en Orient.
Ce deuxième paragraphe analyse les motivations personnelles, politiques et militaires des trois leaders, soulignant que leur alliance était fragile dès le départ. En outre, il montre comment les tensions entre les deux royaumes rivaux, la France et l'Angleterre, allaient compliquer davantage la coordination stratégique. Derrière l'appel à la foi chrétienne se cachait une lutte acharnée pour le pouvoir européen. Frédéric Barberousse, âgé mais encore vigoureux, décida de prendre la route terrestre vers l'Orient, traversant l'Europe centrale et les Balkans avant d'atteindre l'Anatolie. Son armée, immense et bien organisée, remporta plusieurs victoires mineures contre les forces turques, notamment à Iconium. Mais alors qu'il approchait de la mer Méditerranée, un drame inattendu survint. Le 10 juin 1190, Frédéric se noya en traversant la rivière Salef en Cilicie. Cette mort brutale sema la confusion parmi ses troupes, qui se dispersèrent ou furent absorbées par les autres contingents croisés. Ce troisième paragraphe examine le rôle crucial joué par l'empereur allemand, son leadership charismatique et son prestige historique. Il analyse également les conséquences immédiates de sa disparition. Non seulement la partie allemande de la croisade perdit son élan, mais cela renforça encore davantage la position de Saladin, qui put concentrer toutes ses forces sur les armées anglaises et françaises. La mort de Frédéric marqua un tournant majeur dans le cours de la troisième croisade. Tandis que les forces allemandes progressaient par voie terrestre, les armées anglaises et françaises optèrent pour une approche maritime. Richard Cœur de Lion quitta l'Angleterre avec une flotte puissante, faisant escale à Lisbonne puis à Chypre, où il déclara même la conquête de l'île après avoir été offensé par le gouverneur local, Isaac Comnène. Ensuite, il rejoignit Tyr puis Acre, où les croisés étaient déjà engagés dans un long siège contre les forces de Saladin. Philippe Auguste, quant à lui, arriva peu après avec une armée française bien équipée. Ce quatrième paragraphe explore les défis logistiques, diplomatiques et militaires liés à ces déplacements maritimes. Il montre comment la maîtrise des routes maritimes devint un facteur stratégique essentiel permettant aux croisés de contourner les obstacles terrestres imposés par leurs ennemis. Enfin, il examine les implications politiques de la prise de Chypre qui allait devenir un bastion chrétien dans la région pendant plusieurs siècles. Le siège d'Acre, commencé dès 1189 et achevé en 1191, fut l'un des événements militaires les plus importants de la Troisième Croisade. Cette ville portuaire stratégique était tenue par les forces de Saladin, mais assiégée par une coalition croisée comprenant Templiers, Hospitaliers, Chevaliers anglais, Français et Flamands. Pendant près de 2 ans, les deux camps subirent des pertes terribles, des maladies ravageuses et des conditions de vie extrêmes. Finalement, après l'arrivée de renforts décisifs menés par Richard Cœur de Lion, la ville tomba aux mains des croisés. Ce cinquième paragraphe analyse les tactiques militaires employées, les difficultés quotidiennes des soldats, les négociations tendues entre les commandants et les conséquences humaines de cette longue campagne. Il explore également les tensions internes entre Richard et Philippe qui allaient précipiter le départ anticipé du roi de France vers la France. La chute d'Acre redonna un souffle temporaire aux États latins, mais ne signifiait pas encore la reconquête de Jérusalem. Alors que la victoire d'Acre aurait dû marquer l'unité retrouvée entre les croisés, elle révéla plutôt une fracture profonde entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Le roi de France, frustré par la domination personnelle de Richard sur les opérations militaires et craignant pour son propre royaume face aux manœuvres de Jean sans Terre, décida de quitter la croisade prématurément. En août 1191, il fit voile vers la France, laissant Richard seul à la tête de l'armée croisée. Ce sixième paragraphe explore les causes profondes de cette rupture. Ambition personnelle, rivalité dynastique, méfiance mutuelle et pression politique en arrière-plan. Il montre comment ces divisions affaiblissent considérablement l'effort commun et changea radicalement le cours de la campagne. Dès lors, Richard se retrouva seul face à Saladin, entamant une série d'affrontements directs qui allaient définir le dernier. Dans la rupture entre Richard et Philippe, la troisième croisade perd une grande partie de son unité. Seul face à Saladin, Richard Cœur de Lion va désormais mener un combat singulier contre le sultan ayoubide, entre batailles légendaires, négociations tendues et un duel qui restera gravé dans l'histoire. Dans le prochain chapitre, découvrons les dernières étapes de cette croisade, combat décisif, traité fragile et pourquoi Jérusalem ne revint jamais aux mains des croisés. Ne manquez pas la suite, l'histoire continue. Avec la rupture entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, l'armée croisée perd une partie de sa cohésion. Mais loin de se laisser décourager, Richard prend les choses en main. Il devient non seulement le chef militaire de la campagne, mais aussi son symbole vivant, un roi guerrier affrontant un sultan légendaire. Ce premier paragraphe explore les contrastes entre ces deux figures emblématiques.
D'un côté, Richard, le roi anglais au tempérament impulsif, expert dans les combats navaux et terrestres. De l'autre, Saladin, le stratège politique et religieux, maître de la diplomatie et du combat fluide. Derrière leurs différences culturelles et idéologiques, ce sont deux hommes de guerre qui incarnent chacun leur vision du monde médiéval. Ce duel entre deux géants n'est pas seulement militaire, il est symbolique, presque mythologique, comme si chaque coup d'épée portait le poids de civilisations entières. Après la chute d'Acre, Richard décide de marcher vers Jérusalem. Pour cela, il doit sécuriser la côte méditerranéenne afin de garder ses lignes de ravitaillement maritimes intactes. En septembre 1191, lors de la célèbre bataille d'Arsuf, Richard mène ses troupes avec une discipline remarquable. Face aux attaques répétées des archers et cavaliers légers de Saladin, il retient ses forces jusqu'au moment critique, puis déclenche une charge massive qui met en déroute l'armée musulmane. Ce deuxième paragraphe analyse les tactiques employées par Richard, montrant comment il a su exploiter la solidité de ses chevaliers tout en protégeant son infanterie. Il examine également la réaction de Saladin, qui perdit plusieurs unités clés et comprit qu'il ne pourrait battre Richard en terrain découvert. La victoire à Arsuf redonne espoir aux croisés, mais elle marque aussi un changement dans la dynamique du conflit. Pour la première fois, Saladin fait face à un adversaire égal, voire supérieur sur le champ de bataille. Fort de sa victoire à Arsuf, Richard projette une offensive directe vers Jérusalem. Il commence à reconstruire des fortifications le long de la route côtière et prépare soigneusement une campagne hivernale. Cependant, plusieurs obstacles surgissent. La résistance logistique liée aux distances, les dissensions internes entre les commandants chrétiens, les conditions climatiques difficiles et surtout la menace constante d'une contre-attaque massive de Saladin. Ce troisième paragraphe explore les défis pratiques de cette marche vers la ville sainte. Il montre comment Richard, malgré son génie militaire, comprend progressivement que prendre Jérusalem serait extrêmement coûteux en vies humaines et en ressources, sans garantie de succès durable. En parallèle, il examine les mouvements stratégiques de Saladin, qui commence à abandonner ses positions secondaires pour concentrer toutes ses forces autour de Jérusalem. Ce chapitre illustre bien la complexité d'une campagne militaire dans un environnement hostile et politiquement instable. Alors que les deux armées se rapprochent de Jérusalem, Richard et Saladin entament des pourparlers diplomatiques. Ces discussions, menées par des messagers, interprètes et envoyés secrets, tentent d'éviter un affrontement final sanglant. Les deux leaders échangent même des cadeaux symboliques, montrant une certaine admiration mutuelle. Pourtant, aucun compromis ne semble possible. Ni l'un ni l'autre ne peut accepter de céder la ville sainte. Ce quatrième paragraphe explore ces échanges tendus, analysant les messages codés, les promesses non tenues et les pressions externes venant de Rome, de Damas ou de Londres. Il montre aussi comment la diplomatie fut utilisée comme arme psychologique. Saladin faisait mine d'être ouvert à la paix, mais renforçait discrètement ses défenses. Richard, quant à lui, cherchait à gagner du temps pour reconstituer ses forces. Derrière les sourires diplomatiques se cachait une lutte silencieuse pour le contrôle du destin de la Terre Sainte. En janvier 1192, Richard arrive finalement aux portes de Jérusalem. Ses forces sont prêtes, mais il fait face à un dilemme crucial. Attaquer la ville signifie engager un siège meurtrier, avec peu de chances de maintenir le contrôle après la victoire. Après consultation de ses chefs, il prend la difficile décision de ne pas attaquer. Cette retraite stratégique provoque la déception de nombreux croisés. Certains voient en là un abandon de la cause sacrée. Ce cinquième paragraphe examine les raisons derrière cette décision, soulignant le réalisme militaire de Richard face à une situation insoutenable. Il montre aussi comment cette pause permet à Saladin de renforcer encore davantage ses défenses, rendant toute tentative future quasi impossible. Enfin, il analyse les conséquences morales et politiques de cet arrêt. Pour les chrétiens, c'était un revers spirituel majeur. Pour les musulmans, une confirmation de leur supériorité stratégique. La victoire à Arsuf redonne espoir aux croisés, mais elle marque aussi un changement dans la dynamique du conflit. Pour la première fois, Saladin fait face à un adversaire égal, voire supérieur sur le champ de bataille. Fort de sa victoire à Arsuf, Richard projette une offensive directe vers Jérusalem. Il commence à reconstruire des fortifications le long de la route côtière et prépare soigneusement une campagne hivernale. Cependant, plusieurs obstacles surgissent. La résistance logistique liée aux distances, les dissensions internes entre les commandants chrétiens, les conditions climatiques difficiles et surtout la menace constante d'une contre-attaque massive de Saladin.
Ce troisième paragraphe explore les défis pratiques de cette marche vers la ville sainte. Il montre comment Richard, malgré son génie militaire, comprend progressivement que prendre Jérusalem serait extrêmement coûteux en vies humaines et en ressources, sans garantie de succès durable. En parallèle, il examine les mouvements stratégiques de Saladin, qui commence à abandonner ses positions secondaires pour concentrer toutes ses forces autour de Jérusalem. Ce chapitre illustre bien la complexité d'une campagne militaire dans un environnement. La troisième croisade s'achève sur une note ambiguë. Pas de prise de Jérusalem, mais un pacte diplomatique qui assure une paix fragile. Et pourtant, l'histoire n'en a pas fini avec les croisades. Dans le prochain chapitre, découvrons les dernières grandes expéditions, les croisades 4 à 9, où ambitions impériales, tragédies humaines et rivalités politiques vont transformer ces guerres saintes en véritables outils de conquête personnelle. Ne manquez pas la suite, car l'histoire continue. Après la troisième croisade, l'Europe chrétienne n'en a pas fini avec les guerres saintes. En 1202, le pape Innocent III lance une nouvelle expédition, la quatrième croisade, avec pour objectif officiel de reprendre Jérusalem aux musulmans. Mais très vite, les événements prennent une tournure inattendue. Incapables de payer leur traversée maritime, les croisés s'allient à Venise et acceptent de piller des villes chrétiennes en échange de navires. L'une d'elles est Zara, puis vient un événement encore plus choquant, la prise de Constantinople en 1204. Cette ville, cœur de l'Empire byzantin et allié traditionnel des Latins, est mise à sac par les croisés dans une violence sans précédent. Ce premier paragraphe explore cette déviation tragique, montrant comment la croisade, au lieu de viser le monde musulman, se retourne contre les chrétiens eux-mêmes. Il analyse les motivations politiques, économiques et personnelles qui ont conduit à ce retournement spectaculaire, marquant un tournant majeur dans l'histoire des croisades. La prise de Constantinople en 1204 reste l'un des épisodes les plus dramatiques de toute l'histoire médiévale. Pendant 3 jours, les soldats croisés livrent la ville au pillage, violence et destruction. Les églises sont profanées, les trésors impériaux pillés et les habitants massacrés ou réduits en esclavage. Derrière cet acte brutal se cache une vengeance longtemps préparée. Les Byzantins, souvent soupçonnés de trahison, de duplicité et de refus d'aide militaire, paient un prix terrible. Ce deuxième paragraphe examine les causes profondes de cette attaque, les rivalités religieuses entre catholiques romains et orthodoxes grecs, ainsi que les ambitions territoriales des Vénitiens. Il montre aussi comment ce massacre bouleverse durablement les relations entre l'Orient chrétien et l'Occident latin. À partir de ce moment, les croisades perdent beaucoup de leur légitimité morale, devenant de simples outils de conquête personnelle plutôt que des missions divines. Après la quatrième croisade, plusieurs autres expéditions voient le jour, mais elles ne réussissent jamais à restaurer durablement une présence chrétienne forte en Terre Sainte. La cinquième croisade, 1217-1221, échoue malgré une tentative audacieuse sur l'Égypte. La sixième, 1228-1229, menée par Frédéric II de Hohenstaufen, obtient Jérusalem par traité diplomatique, mais la ville est perdue à nouveau quelques années plus tard. La 7e et la 8e croisade, conduites par Louis IX de France, se terminent par des défaites cuisantes en Égypte et en Tunisie. Ce troisième paragraphe explore ces campagnes avortées, analysant leurs causes, manque de coordination, rivalité royale, mauvaise logistique, corruption et sous-estimation de l'adversaire musulman. Il montre aussi comment les croisades deviennent progressivement des entreprises politiques plutôt que religieuses, utilisées par les souverains européens pour asseoir leur prestige ou résoudre des problèmes internes. En 1291, après près de 2 siècles de présence latine intermittente, arrive la fin définitive. Le siège d'Acre, dernière grande forteresse chrétienne en Terre Sainte, est lancé par les Mamelouks d'Égypte, dirigés par le sultan Al-Ashraf Khalil. Malgré une résistance acharnée, les défenseurs, composés de Templiers, Hospitaliers et colons locaux, ne peuvent résister face à une armée mieux équipée et organisée. Après plusieurs semaines de combats sanglants, la ville tombe, marquant la fin effective des croisades. Ce quatrième paragraphe raconte les derniers jours d'Acre, les scènes de panique, de désespoir et de courage qui ont eu lieu. Il examine également les conséquences immédiates de cette chute, la dispersion des survivants, la fin des ordres militaires en Orient et l'émergence d'un récit historique où les croisades passent du statut de mission divine à celui de conflit colonial avant la lettre. La perte d'Acre clôt symboliquement une ère. Derrière les récits héroïques et les batailles légendaires, il faut mesurer l'impact réel des croisades sur les populations touchées.
Sur près de 2 siècles, des centaines de milliers de personnes, combattants, civils, femmes, enfants, trouvent la mort dans des massacres, des famines ou des épidémies liées aux guerres. Les croisades provoquent également une fracture durable entre chrétiens occidentaux et chrétiens et musulmans, ainsi qu'entre chrétiens et musulmans, et même entre différentes factions musulmanes. Ce 5e paragraphe explore ce bilan humain souvent occulté par les récits triomphants. Il aborde les questions morales. Peut-on justifier des guerres saintes? Comment juger aujourd'hui ces décisions prises il y a plusieurs siècles? Et surtout, comment ces conflits ont façonné nos perceptions modernes des religions, des identités et des rapports de force? Les croisades ne disparaissent pas simplement avec la chute d'Acre. Elles continuent à vivre dans la mémoire collective, dans les récits nationaux, dans les discours idéologiques et même dans les conflits contemporains. De simples événements historiques deviennent symboles de lutte entre civilisations. Ce 6e paragraphe conclut notre série en examinant cet héritage complexe. Comment les croisades ont été réinterprétées au fil des siècles, comment elles ont nourri des mythes nationalistes, religieux ou impérialistes, et pourquoi il est essentiel aujourd'hui de distinguer le mythe de la réalité historique. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série, les croisades ne furent ni entièrement nobles, ni complètement barbares, mais toujours le miroir d'une époque où foi, pouvoir et ambition se mêlaient étroitement. Et voilà, nous venons de parcourir ensemble 7 siècles d'histoire, de la première à la 9e croisade, en passant par des figures légendaires comme Saladin et Richard Cœur de Lion. Merci infiniment d'avoir accompagné cette série depuis le début. Si vous avez aimé ce voyage entre mythe et réalité, n'hésitez pas à liker, partager et commenter vos impressions. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques, car l'histoire ne s'arrête jamais.